Africaines, Africains, en ce vendredi 28 novembre 2025, j'ai choisi d'aborder un sujet unique pour ouvrir notre journée de communication politique. Il est bientôt 11 heures. En heure de France, 10h55 exactement, lorsque je m'adresse à vous dans cet oratoire. Soyez salués et bénis sur toutes les terres où vous êtes. Je ne vous oublie point, vous qui êtes sur les îles des grands océans Atlantiques et Indiens. Soyez salués en vos lieux de travail, en vos demeures et en vos consciences. Je voudrais vous parler aujourd'hui, parce que le rappel sauve l'âme, du 2 poids 2 mesures flagrant de l'organisation criminelle néocoloniale, l'organisation abjecte dite de la CEDEAO, soi-disant communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dans le traitement des coups d'État. Le plus grand danger qui guette l'Afrique et qui guette l'être humain en général, c'est le défaut de mémoire. Car celui qui ne se souvient pas et qui ne sait pas d'où il vient est condamné à répéter ses erreurs, voire ses fautes. Un individu ou une collectivité humaine qui avance sans mémoire et qui n'ont pas une excellente connaissance de l'histoire sont des dangers pour eux-mêmes et pour ceux qui les entourent. Car un individu sans mémoire, une société sans mémoire, comme je le dis encore, sont condamnés à répéter leurs erreurs et leurs fautes. Ce sont des individus, ce sont des sociétés qui ne tirent pas des leçons de leur passé et qui par conséquent ne peuvent pas avancer en confiance vers l'avenir. Car l'invention de l'avenir suppose la prise en compte des leçons du passé, la mise en œuvre des meilleures solutions dans le présent, afin de faire advenir les meilleures opportunités dans le futur. Vous allez remarquer que la plupart des ennemis de la souveraineté africaine détestent ceux qui connaissent l'histoire. La plupart des ennemis de la souveraineté africaine détestent ceux qui peuvent raconter l'histoire de l'Afrique sur 6000 à 7000 ans. Si vous voulez être détesté par les racistes, par les colonialistes, par les néocolonialistes et par les impérialistes sur tous les continents, étudiez l'histoire. Car quand vous étudiez l'histoire, vous êtes capable de voir à quel moment le comportement qu'ils ont aujourd'hui a commencé. Et vous êtes donc capable de prendre de la hauteur et de la distance par rapport à ces comportements qui sont à l'origine des tragédies de l'humanité. Les comportements racistes, les comportements colonialistes, les comportements impérialistes, les comportements néocolonialistes. Quand on en maîtrise l'histoire, on maîtrise ceux qui en sont les héritiers aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si les armées racistes, colonialistes, impérialistes et néocolonialistes ont toujours mis un point d'honneur à détruire les lieux de mémoire de leurs victimes. On brûle les temples, on brûle les archives, on brûle les bibliothèques, on brûle les livres des peuples que l'on veut décréter sous hommes. On emporte leurs œuvres d'art pour meubler les musées d'Occident. Et on affirme en même temps qu'on fait contempler les œuvres d'art des grandes civilisations pillées, que ce sont des sauvages, des barbares et des sous-hommes. Vous voyez le paradoxe? Vous allez dans une ville comme Paris. Tout ce qui constitue les pièces d'art les plus anciennes, les plus belles, les plus prisées des musées de France provient du pillage du Sud global par les armées négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes françaises. Pourtant, dans cette même capitale de la France, quelqu'un comme Arthur de Gobineau a pu écrire un essai sur l'inégalité des races humaines. Pourtant, dans cette même Europe dont les musées sont pleins des preuves de la grandeur, de la profondeur, de la densité des civilisations non européennes, on a pu organiser à Berlin le partage de l'Afrique sans les Africains, en partant du principe que les Africains étaient des races inférieures
et que l'on pouvait disposer de leur corps et de leurs terres à volonté. Voilà pourquoi les intellectuels, les militants, les activistes, les leaders panafricanistes de notre temps n'ont pas simplement un devoir de mobilisation pour la libération du continent, mais un devoir d'enseignement, d'éducation, de conscientisation, de remémoration. La devise qu'utilise souvent son Excellence, Monsieur le Général d'Armée, Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, cette devise n'est pas vaine, elle n'est pas inutile. Le rappel sauve l'âme. Le rappel sauve l'âme. L'âme qui ne se rappelle pas ne peut pas prier, car à l'origine, nous sommes tous des créatures divines. La prière est un geste de rappel qui, en réalité, nous permet de nous reconnecter à notre source originelle, à notre Tout-Puissant, très miséricordieux, à notre infini, à notre incommensurable et inconcevable Créateur. Si la prière consiste à se rappeler qu'on est une créature de Dieu, l'histoire est l'équivalent profane de la prière sur la terre. L'histoire, c'est la mémoire de la vie terrestre des hommes. C'est une discipline centrale dans l'éducation des hommes. De la même façon que la prière est ce par quoi l'homme et la femme de foi se reconnectent à l'origine absolue de tous les êtres, l'histoire est ce par quoi le citoyen, la citoyenne, maîtrise les enjeux de la marche de la terre. Et donc, c'est à cet exercice que nous nous adonnons ce matin. Un petit rappel d'histoire récente. Parce que le danger que nous courons, c'est même d'oublier les événements qui se sont déroulés sous nos propres yeux. Souvenez-vous, en 2022, le 9 janvier, à la suite du coup d'État du colonel d'alors, Assimi Goïta, redressant la révolution malienne en renversant le colonel Bandao, le 9 janvier 2022, la CEDEAO prenait des sanctions exceptionnelles, des sanctions inhumaines, illégales et illégitimes contre le Mali. Je voudrais rappeler de quelle nature étaient ces sanctions. Il s'agit de 8 sanctions d'une violence et d'une virulence inégalée dans l'histoire des organisations africaines au XXIe siècle. Elles comportaient, à l'issue donc de la réunion tenue à Accra, capitale du Ghana, les points suivants. Premier point, fermeture des frontières, embargo, fermeture des frontières. Je vous rappelle que le Mali, par la volonté du colonialisme français, est un pays sans littoral, un pays sans débouché direct, personnel, sur l'océan Atlantique. Et que selon le droit international, des pays sans littoral ne peuvent pas être placés sous embargo. Ça, c'est ce que prévoit le droit international. Mais cette organisation qui s'appelle la CEDEAO a décidé de fermer toutes les frontières maliennes. Donc, d'empêcher le Mali d'avoir accès à la mer. Première sanction. Deuxième sanction, la suspension des échanges commerciaux. En dehors des seuls produits dits de première nécessité, la suspension de tous les échanges commerciaux avec le Mali, dont l'asphyxie économique du Mali. Deuxième sanction. Pourquoi? Parce que le président Assimi Goïta et ses compagnons ont pris le pouvoir. Troisième sanction. La coupure de toutes les aides financières internationales apportées au Mali. Coupure de toutes les aides financières internationales apportées au Mali, dont l'asphyxie financière. Il était interdit désormais à quelques banques, que ce soit dans le monde, de prêter un seul sous au Mali. Je vais bloquer quelqu'un. Avant de bloquer cette personne, je voudrais juste lui expliquer que le panafricanisme est né en Amérique du Nord. Ceux qui ont élaboré l'idéologie panafricaniste, ce sont des Africains descendants d'esclaves en Amérique du Nord. C'étaient des Africains détenteurs de passeports
et de carte d'identité américaine. Il n'y a aucune espèce d'incompatibilité entre l'appartenance à l'idéologie panafricaniste et la citoyenneté américaine ou la citoyenneté européenne ou la citoyenneté asiatique ou la citoyenneté africaine. D'abord parce que les Africains sont les premiers habitants du monde et ce sont les premières populations de toutes les planètes. Ensuite parce que le panafricanisme affirme la libération de l'Africain sur tous les continents, quelle que soit sa nationalité. Voilà. Cher imbécile, je vous bloque après vous avoir expliqué cela, pour que vous ne répétiez plus cette bêtise devant une assemblée cultivée. Je vous bloque. Vous êtes sur TikTok, je vous envoie paître. Tous ceux qui reviennent avec des observations stupides sur le panafricanisme, je vais leur expliquer avant de les bloquer. Voilà. Confirmé, bloqué. Je bloque qui? Un certain Latif qui dit des bêtises sur ma page TikTok. Sortez de la classe, monsieur Latif. Vous n'êtes pas bon pour cette classe. Voilà. Ça, c'est bon. J'ai bloqué, eh bien, le chenapan de Latif. Au suivant, celui qui revient dire des bêtises sur le panafricanisme, je lui explique et ensuite, je le bloque. Donc, n'oubliez jamais, pour ceux qui sont encore là, que le panafricanisme est une idéologie qui a été créée à l'origine par des Noirs américains, des citoyens américains, détenteurs de passeports américains, de cartes d'identité américains, et dont la plupart sont morts et ont été enterrés aux États-Unis. Par la suite, l'idéologie va migrer chez les Noirs, eh bien, européens, les Noirs d'Europe, où elle va épouser, entre autres, le mouvement de la négritude, avec les Césaire, les Damas, les Senghor. Et troisième mouvement, l'idéologie descend en Afrique, où elle va épouser les luttes d'indépendance des Africains. Pan, dans panafricanisme, signifie la libération mondiale. Pan signifie le tout, le monde. Africanisme, la communauté africaine. Il n'y a aucune espèce d'incompatibilité entre panafricanisme et citoyenneté américaine, citoyenneté européenne, citoyenneté japonaise, citoyenneté australienne ou quoi que ce soit. Il n'y a que les ignorants et les imbéciles qui ne le savent pas. Arrêtez d'humilier l'intelligence africaine en parlant du panafricanisme sans avoir pris la peine de lire ne serait-ce qu'un petit livre sur l'histoire de cette idéologie. Quand on n'a pas le niveau, on prend son stylo, on vient en classe et on prend des notes. Donc tous les malappris qui disent n'importe quoi sur le panafricanisme et qui répètent les bêtises des intellectuels stipendiés de Ouattara qui parlent de panafricains, etc., nous allons les instruire, ensuite les bloquer pour qu'ils retournent à l'école. Parce que ceux qui parlent de ça, ce sont les gens qui n'ont pas été à l'école. Ils étaient vers l'école, pas à. Hein? Bon, nous là, on n'était pas vers l'école. Non seulement on était à l'école, mais maintenant nous sommes l'école. D'accord? Quand vous venez dans mes directs, ne répétez pas des conneries. D'abord, je vais corriger. De deux, je vais vous bloquer. Je suis convaincu que mon pire ennemi, qui vient assister à une de mes conférences, repart ayant quand même appris quelque chose. C'est le seul avantage qu'il peut y avoir à me rencontrer. Même si vous ne m'aimez pas, si vous m'écoutez, vous apprenez quelque chose. Et je pense que c'est en cela que je suis utile à l'Afrique. Je suis même utile à ceux qui me détestent. Parce qu'en cachette, ils viennent écouter mes conférences pour apprendre des choses, même s'ils ne m'aiment pas, pour telle ou telle raison. Alors, un peu de reconnaissance pour ce service à la communauté. Grâce à moi, toi qui me détestes, tu sais au moins que tu ne peux pas utiliser le panafricanisme pour exclure ou pour prétendre que quelqu'un n'a pas le droit de vivre en Amérique, de vivre en Europe ou de vivre en Australie. Parce que le panafricanisme, même là, il est né aux États-Unis. Et là, s'est développé en Europe avant qu'il ne naisse en Afrique, l'idéologie. À partir du moment où tu sais ça, tu es un peu moins bête quand tu sors sur les réseaux sociaux pour parler du panafricanisme. Alors, je continue l'exposé. De temps en temps, je devrais m'arrêter comme ça pour corriger quelques imbéciles parce que c'est pénible. C'est vraiment pénible. Le Mali va subir 8 sanctions. J'ai parlé de la fermeture des frontières. J'ai parlé de la suspension des échanges commerciaux. J'ai parlé de la coupure des aides financières. Ça ne va pas s'arrêter là. Il y a une 4e sanction contre le Mali. C'est le gel des avoirs du Mali à la BCAO, à la Banque centrale. On va bloquer les avoirs du Mali à la Banque centrale. On va même bloquer les avoirs du Mali dans les banques commerciales. Ça, c'est la 4e sanction. 5e sanction contre le Mali.
parce que des militaires ont pris le pouvoir au Mali. On va rappeler tous les ambassadeurs de la CEDEAO du Mali. Ils rappellent tous les ambassadeurs de la CEDEAO. Ils leur demandent de quitter le Mali. Donc, l'isolement diplomatique. Ils ne vont pas s'arrêter là. 6e sanction contre le Mali. Ils vont suspendre le Mali de toutes les instances de la CEDEAO. Et par extension même de l'Union africaine. Ça, c'est la 6e sanction. 7e sanction contre le Mali. Ils vont geler les avoirs financiers de 150 personnalités maliennes. Gel des avoirs financiers de 150 personnalités maliennes. Au motif que ces personnalités sont favorables au coup d'État. Et défavorables à leur démocratie. 7e sanction contre le Mali. Ils vont interdire plus de 150 personnalités maliennes de voyager en dehors du Mali. Et l'ensemble pratiquement des membres du gouvernement malien sera interdit de se déplacer hors du Mali. On y ajoutera, on précise que déjà le 12 décembre, la même organisation avait dit qu'elle serait prête à aller à des sanctions économiques supplémentaires et immenses contre le Mali. Bon. En tout cas, ça fait 8 sanctions. Est-ce que tout le monde a noté les sanctions? Parce que vous ne pouvez pas comprendre l'incongruité de la CEDEAO si vous n'avez pas la liste des sanctions, le nombre de sanctions qui se sont abattues contre le Mali. Je vous en prie, mes chers amis, écrivez, le Mali a subi 8 sanctions. 8. Quand des militaires ont pris le pouvoir au Mali. 8. J'ai compté les 8. Quelqu'un peut noter les sanctions. Fermeture des frontières. Suspension des échanges commerciaux. Suspension de la circulation, coupure des aides financières. Gel des avoirs du Mali. Rappel des ambassadeurs. Suspension du Mali des instances de la CEDEAO. Gel des avoirs financiers de plus de 150 personnalités. Et enfin, interdiction de voyager pour plus de 150 personnalités maliennes. Ça fait 8. 8 sanctions terribles, dont aucune n'est prévue dans les textes de la CEDEAO. Aucune. En dehors peut-être de la suspension des instances de la CEDEAO, dès lors qu'il y a une prise de pouvoir par les armes, dont on peut retrouver trace à l'intérieur des textes réglementaires. Bon. OK. Le Burkina Faso a connu une succession de 2 coups d'État. Quand il y a eu le premier coup d'État au mois de janvier 2022, le Burkina Faso a fait l'objet de la part de la CEDEAO de ce qu'on appelle une sanction à minima. C'est-à-dire que la CEDEAO à l'époque s'est contentée pour le cas de Damiba à suspendre simplement le Burkina Faso des instances de la CEDEAO. Mais quand, en septembre 2022, le MPSR2 du capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, vous savez ce qui s'est passé au Burkina Faso? On a appliqué également 8 sanctions. On a appliqué contre le Burkina l'embargo, fermeture des frontières. On a appliqué la suspension des échanges commerciaux. On a appliqué la coupure des aides financières. On a appliqué le gel des avoirs du Burkina Faso à la CEDEAO, à la BCEAO. On a appliqué le rappel des ambassadeurs. On a appliqué la suspension du Burkina de toutes les instances. On a appliqué le gel des avoirs financiers du Burkina. On a appliqué l'interdiction de voyager pour des centaines de personnalités burkinabées. Ça, dès que Ibrahim Traoré a pointé le nez au pouvoir, on a appliqué ça. On prend un autre pays, le Niger. Dès que le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons, le 26 juillet 2023, ont pris le pouvoir au Niger, en arrêtant Mohamed Bazoum et en mettant progressivement fin à la coopération avec les troupes néocolonialistes françaises et impérialistes américaines, paf, on a mis en place les 8 sanctions. Fermeture des frontières, embargo contre le Niger. On a suspendu les échanges commerciaux avec le Niger. On a coupé les aides financières au Niger. On a gelé les avoirs du Niger à la BCEAO. On a rappelé les ambassadeurs de la CEDEAO au Niger. On a
On a suspendu le Niger de toutes les instances de la CEDEAO. On a gelé les avoirs financiers de plusieurs personnalités nigériennes. On a interdit les personnalités, des centaines de personnalités du Niger de voyage. Mais on prend un autre pays à côté, la Guinée. La Guinée-Conakry. On s'est contenté de suspendre la Guinée-Conakry des instances de la CEDEAO. On n'a rien fait d'autre. On prend un autre pays à côté, peut-être en Afrique centrale, le Gabon. Le Gabon n'a subi aucune sanction financière après le coup d'État d'Oligui Nguema. Rien. Ni gel, ni rien. Il y a eu une suspension symbolique des instances de la CEMAC et qui n'a même pas duré. Alors, la question qui se pose est la suivante. Que vient-il de se passer avec le coup d'État qui a eu lieu en Guinée-Bissau? Parce qu'en plus, il faudrait quand même qu'on ajoute qu'à toutes ces sanctions, ces 8 sanctions classiques que je viens de repérer, qui ont été sauvagement appliquées au Mali, au Burkina Faso et au Niger, il ne faut pas oublier qu'on a menacé tous ces pays-là de leur faire la guerre. Je voudrais donner la parole à ceux qui, en plus, ont, au nom de la CEDEAO, voulu mener une guerre d'agression contre le Niger. On va donner la parole au premier grand acteur de la déclaration de guerre contre le Niger. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être incessamment dégagé. Alassane Dramane Ouattara, eh bien, annonce un bataillon de 1500 contre le Niger. Donnons-lui la parole. Alassane Dramane Ouattara, le bataillon de 1500 contre le Niger. Voilà, alors écoutons-le là, écoutons un peu. Suite au sommet organisé pour restituer l'ordre constitutionnel au Niger, tenu le 10 août 2023 à Abuja au Nigeria, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a donné son feu vert pour une opération militaire au Niger avec l'objectif de restaurer l'ordre constitutionnel après le coup d'État du 26 juillet. La force en attente de la communauté ouest-africaine est déjà intervenue à plusieurs reprises au Libéria au cours de la première guerre civile qui a secoué le pays, puis en Sierra Leone et en Guinée-Bissau au cours des années 1990. En 2013, cette force militaire a été déployée à Bamako, au Mali, pour combattre les djihadistes d'Al-Qaïda. La dernière intervention de la force en attente de la CEDEAO remonte en janvier 2017 avec l'opération Restaurer la démocratie, destinée à forcer l'ancien président Yahya Jammeh à céder le pouvoir à Adama Barrow, élu lors de la présidentielle gambienne. L'organisation ouest-africaine avait alors mobilisé un contingent de 4000 hommes au début de l'opération. En direct. La conférence ayant noté que tous les efforts diplomatiques entrepris par la CEDEAO pour résoudre la crise ont été repoussés avec défiance par les dirigeants militaires de la République du Niger, ordonne le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel en République du Niger. Suite au premier sommet tenu le 30 juillet, le chef d'état-major de la CEDEAO avait défini les contours de cette intervention militaire, une planification achevée le 4 août 2023. Avec un effectif de plus de 135 000 militaires actifs en 2023, l'armée nigériane pourrait mobiliser le contingent le plus important. Les autres pays vont apporter chacun leur contribution en matière de logistique et d'équipement. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a quant à lui indiqué qu'il fournirait un bataillon de 850 à 1100 hommes aux côtés du Nigeria et du Bénin notamment. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO.
Cette offensive, qui est tout autant attendue par les militaires Vous entendez? du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pourrait déboucher sur une confrontation multiplexe avec notamment les militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso qui ont déjà annoncé qu'ils constitueront une alliance pour faire face au bloc de la CEDEAO. La CEDEAO veut le soutien de la... Donc, ça, le Mali avait eu 8 sanctions, le Burkina 8 sanctions, le Niger 8 sanctions, mais ça ne suffit pas. La CEDEAO s'est réunie pour faire la guerre contre le Niger. N'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça ou pas? Mais il faut que vous vous souveniez de ce que disait celui qui était le président de la CEDEAO à un moment donné et le président de la Guinée-Bissau. Un certain généralon Umaro Sissoko Embalo, alias Guterres Madi de Bissau. Nous allons lui donner la parole pour qu'il dise ce qu'ils avaient prévu de faire si quelqu'un osait prendre le pouvoir autrement que par la voie électorale. Écoutons Embalo à l'époque. Embalo quand il était dans sa gloire et se croyait inatteignable. Écoutons ce que Embalo a préconisé comme solution. Voilà. Et la commission pour faire comprendre la junte militaire la décision des sommets et des chefs de l'État que la transition ne peut pas dépasser les 24 mois. Et avait proposé les 36 mois, on a réussi à les convaincre. On a fait les mêmes choses avec Burkina Faso. Bientôt, la ministre d'État des Affaires étrangères de Guinée-Bissau va partir au Mali pour rencontrer la junte. Et après, vous voyez comment il parlait des autres? Là-bas pour discuter avec nos frères maliens, que je pense on va arriver à un accord, parce que c'est très important qu'on finisse avec la transition au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Et je peux vous dire aussi, il est déjà sur la table, en création d'une force anti-putsch. Force anti-putsch. On est en train de penser à créer. Et ça va permettre que tout le monde comprenne que nous sommes en plein siècle XXI. C'est inadmissible, inacceptable, les coups d'État. On ne peut pas penser que pour arriver au sommet de l'État, c'est un fast track. Non. Comme bien dit au président Macron, ça, il y a les procédures arriver chef d'État. Donc, il faut qu'on soit tous républicains. C'est le peuple qui a le droit de sanctionner les dirigeants. Vous voyez ce menteur-là? Malgré que beaucoup de fois aussi, le peuple sont complices, tenant en considération les niveaux. Mais c'est avec ça qu'on doit faire. Ce n'est pas avec des coups d'État militaires. Concernant Mali, je suis sûr et certain qu'on va trouver un agenda de la CEDEAO conformément à la décision des sommets, dernier sommet de Accra. Bon. Donc, voici ce que disait Umaro Sissoko Embalo à propos des coups d'État qui ont eu lieu au Mali, au Burkina, au Niger, qui ont eu lieu en Guinée. Il faudrait mettre en place une force anti-putsch de la CEDEAO qui viendrait violenter les militaires qui ont pris le pouvoir dans ces pays et rétablir l'ordre dit constitutionnel. Vous avez compris? Vous vous souvenez de toutes les réunions des chefs d'état-major de la CEDEAO avec des plans où ils traçaient comment ils allaient combattre, entrer au Niger, tuer le président Tiani, tuer les membres de son gouvernement et rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir. Vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous souvenez qu'avant les sanctions du 9 janvier 2022, l'Union européenne s'était réunie et avait pondu un communiqué menaçant le Mali, interdisant au Mali d'avoir des relations diplomatiques, des relations militaires avec la Fédération de Russie sous peine de sanctions, décembre 2021. Vous vous en souvenez? Vous vous souvenez que le président français Emmanuel Macron avait pris la parole pour dire qu'il allait personnellement appeler la CEDEAO pour qu'elle punisse le Mali, parce que le Mali refusait de coopérer avec la France, avec l'Union européenne, avec l'OTAN, avec le bloc militaro-politique occidental. Vous vous en souvenez ou pas? Mais est-ce que vous savez la seule sanction qui vient d'être décrétée par la CEDEAO contre le général Hortan Tam, qui, avec la complicité d'Umaro Sissoko Embalo, a pris le pouvoir en Guinée-Bissau? Est-ce que vous savez la seule sanction qui vient de leur être appliquée? Vous connaissez la seule sanction qui vient de leur être appliquée?
Une seule sanction. La Guinée-Bissau est provisoirement suspendue des instances de la CEDEAO. Je rappelle que le Mali a eu embargo, suspension des échanges commerciaux, coupure des aides financières, gel des avoirs à la Banque centrale, rappel des ambassadeurs, suspension du Mali des instances, gel des avoirs financiers de 150 personnalités, interdiction de voyager de 150 personnalités, menace d'agression militaire. Ça, c'est ce que le Mali a eu. C'est ce que le Burkina Faso a eu. C'est ce que le Niger a eu, avec en plus une menace d'invasion militaire de la CEDEAO. D'accord? La Guinée-Bissau vient de connaître un coup d'État. La seule sanction, alors que les autres en ont eu 10. La seule sanction qui est opposée à la Guinée-Bissau, c'est sa suspension provisoire des instances de la CEDEAO. Pendant d'ailleurs que Umaro Sissoko Embalo a la liberté de voyager, c'est-à-dire de représenter les intérêts de la Guinée-Bissau, puisqu'il est le parrain du coup d'État de Bissau. Il est leur ambassadeur auprès de la CEDEAO, qui a envoyé un avion pour le chercher. Donc même cette suspension de la Guinée-Bissau des instances de la CEDEAO est fausse, puisque Umaro Sissoko Embalo est toujours traité comme un chef d'État à l'intérieur de cette CEDEAO qui lui a dépêché un avion pour le faire venir à Dakar. Alors, d'un côté, 10 sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et de l'autre, une sanction contre la Guinée-Bissau. Voilà ce que vient de faire, sous vos yeux, la CEDEAO. Quelles sont les conséquences qu'on doit tirer de ce déséquilibre? 10 sanctions d'un côté, une seule de l'autre. Vous avez, à travers cette attitude de la CEDEAO, une preuve supplémentaire que cette organisation doit être démolie. Elle doit être démantelée et jetée à la mer. C'est une organisation qui n'est pas au service des intérêts des peuples africains. Car pourquoi la CEDEAO applique-t-elle une seule sanction à la Guinée-Bissau, alors qu'elle en a appliqué 10 contre le Mali, contre le Burkina Faso et le Niger? Pourquoi? Quelle est la raison? Mais parce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de mener la lutte antiterroriste sans s'associer avec les puissances occidentales qui ont importé le terrorisme en Afrique, qui ont exporté le terrorisme en Afrique. Les puissances occidentales qui ont exporté le terrorisme en Afrique, ce sont les puissances de l'OTAN, qui ont détruit la Libye en 2011, en association avec les organisations mercenaires créées par les services américains, les services otaniens et les services des alliés de l'OTAN au Moyen-Orient. Al-Qaïda et l'État islamique, ce sont des groupes de mercenaires qui ont été créés dans les années 80 et dans les années 2000 par les renseignements généraux états-uniens, otaniens, occidentaux, afin de déstabiliser toutes les parties du monde où l'Occident veut piller les matières premières. L'or, le pétrole, l'uranium, le manganèse, le diamant, le lithium, le coltan. Toutes ces choses dont la terre africaine regorge. Vous devez savoir, et vous le savez déjà, que les deux principales organisations terroristes sont en réalité des sociétés militaires privées fabriquées par les services occidentaux pour déstabiliser toutes les parties du monde où l'Occident veut piller, puisque l'Occident est pauvre en matières naturelles stratégiques et en terres rares. À partir du moment où le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont refusé de continuer à accepter que des officiers de l'OTAN, que des officiers français, que des officiers européens, que des officiers soi-disant de l'ONU siègent à l'intérieur de leurs instances de lutte contre les groupes terroristes qui ont été implantés en Afrique par l'OTAN. Le jour où le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de changer et de ne plus combattre les terroristes en s'appuyant sur les puissances parraines du terrorisme, on a sorti les 10 sanctions sauvages que je viens d'égrener. Vous devez donc bien comprendre que du point de vue de l'OTAN, du point de vue de l'Union européenne, du point de vue des néocolonialistes français, du point de vue des alliés criminels de l'OTAN au Moyen-Orient, que sont les monarchies du pétrodollar, il y a les bons coups d'État et les mauvais coups d'État.
Les bons coups d'État sont ceux qui permettent à l'OTAN, à l'Union européenne, au néocolonialisme français, à l'impérialisme moyen-oriental et occidental de continuer à piller allègrement l'Afrique. Tout coup d'État qui renforce les capacités de pillage de l'Occident en Afrique est considéré comme bon. Et il est protégé et il est caressé dans le sens du poil. C'est le cas du coup d'État d'Oligui Nguema au Gabon, c'est le cas du coup d'État de Mamadi Doumbouya en Guinée-Conakry, c'est le cas du coup d'État du général Hortan Tam en Guinée-Bissau. Mais dès lors qu'en Afrique, il y a un coup d'État qui épouse les aspirations révolutionnaires populaires, un coup d'État qui veut accomplir les désirs légitimes du peuple, d'accéder à la souveraineté, d'accéder à la prospérité, d'accéder à la représentativité, à la dignité, d'accéder à sa propre modernité. Dès lors qu'un tel coup d'État émerge, l'OTAN, l'Union européenne, l'oligarchie néocolonialiste française et leurs alliés au Moyen-Orient se groupent contre le pays où ce coup d'État a eu lieu et ils mettent en place les 10 sanctions sauvages que je viens de vous analyser. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que vous avez compris? Le danger, c'est qu'on continue à avancer avec un peuple qui ne comprend pas. Nous vous avons expliqué depuis plusieurs années que tous les coups d'État ne se valent pas. Qu'il ne faut jamais confondre un coup d'État révolutionnaire et un coup d'État néocolonialiste. Qu'il ne faut jamais confondre, en effet, un coup d'État qui a pour but de permettre au peuple de récupérer sa souveraineté volée, sa prospérité volée, sa dignité volée, et un coup d'État qui, quant à lui, a pour but de maintenir le peuple sous éteignoir. Prenez bien les premières décisions qui ont été prises par les putschistes de la Guinée-Bissau. L'une de leurs premières décisions, c'est d'interdire au peuple bissau-guinéen de manifester. Est-ce que vous comprenez pourquoi Hortan Tam ne veut pas de manifestations de la population? Mais parce que Hortan Tam ne représente pas la population bissau-guinéenne. Il n'a pas pris le pouvoir pour exprimer les aspirations de la population bissau-guinéenne. Hortan Tam a peur du peuple bissau-guinéen. Il sait que le peuple bissau-guinéen a choisi, en effet, l'opposant qui a battu Umaro Sissoko Embalo aux élections. Et Hortan Tam a peur qu'une manifestation populaire de ce peuple ait pour but de le chasser du palais présidentiel, dans lequel il est installé pour des intérêts de la CEDEAO, c'est-à-dire les intérêts néocolonialistes français, les intérêts impérialistes occidentaux, les intérêts étrangers à l'Afrique. La peur que ressent Hortan Tam à l'idée que le peuple bissau-guinéen prenne la rue vient du fait qu'il n'est pas un représentant des aspirations de son peuple. Un révolutionnaire n'a jamais peur des manifestations populaires, car il sait que le peuple soutient ceux qui le défendent. Vous comprenez pourquoi au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les dirigeants vont à la rencontre du peuple. Et le peuple sort en masse, comme en janvier 2022, quand les sanctions iniques, illégales, inhumaines, cruelles, diaboliques de la CEDEAO sont tombées contre le Mali. Le 14 janvier du même mois, près de 5 millions de Maliens ont pris la rue au Mali. Ce fut une manifestation monstre. Ntam ne peut pas faire ça en Guinée-Bissau parce qu'il sait qu'il est opposé au peuple. Donc la première mesure de Ntam, c'est d'interdire au peuple de sortir. Ne manifestez pas. Parce que je sais que si vous manifestez, ce sera contre moi. Je n'ai pas pris le pouvoir pour vous. Je n'ai pas pris le pouvoir avec vous. J'ai pris le pouvoir contre vous. Donc je ne veux pas que vous manifestiez. Souvenez-vous d'Ibrahim Traoré. Une fois que Damiba le renégat était tombé, souvenez-vous de la mobilisation massive du peuple burkinabé dans les rues du Burkina Faso autour du capitaine président Ibrahim Traoré. Qui peut douter que le coup d'État qui a porté le MPSR2 au pouvoir au Burkina Faso a l'assentiment du peuple burkinabé? Est-ce que vous avez vu les masses qui sont sorties pour ça? Même pendant le coup d'État, quand la réaction néocolonialiste, représentée par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a voulu faire de la résistance à partir de la base militaire de Cambouensin. Mais qui est sorti pour forcer Damiba à sauter dans le premier avion et à fuir?
Qui est sorti? Le peuple. Ibrahim Traoré, son coup d'État, tout le monde peut vérifier qu'il est populaire parce que le peuple est sorti pour soutenir son coup d'État. C'est même pas lui qui a dit au peuple de sortir. Dès que les Burkinabés ont appris qu'il y avait une petite réaction qui tentait de contrer la révolution, ils ont pris la rue. Et vous voyez cette ferveur, cet enthousiasme, vous voyez cet engagement du peuple burkinabé chaque fois que le président Ibrahim Traoré sort. Regardez ce qui se passe au Niger. Est-ce que vous avez vu la marche? D'abord, la tournée que le président Abdourahmane Tiani a tenue au Niger pendant ce mois de novembre. Est-ce que vous avez vu la marche historique de 12 km depuis l'aéroport que je connais? L'aéroport de Niamey jusqu'à la résidence présidentielle, 12 km. Vous avez vu la foule qui est sortie? Ce n'est pas une foule qui est sortie parce que on aurait distribué des billets de banque. Hein. Ce n'est pas comme ça hein, au Niger, hein, au Burkina ou au Mali. Hein. Le président n'envoie pas des gens avec des sacs, avec des 500, des 1000, des 1000, des 2000, des 5000 ou des 10 000 pour donner aux gens pour qu'ils sortent. Hein. Le président n'envoie pas des gens avec des bus pour aller chercher des gens au quartier pour les amener. Hein. Les gens savent que le président est par là. Ils arrivent seulement. Regardez pendant la tournée. Le président Tiani n'a pas besoin de corrompre les Nigériens. Ce sont les Nigériens qui viennent charger de toutes sortes de cadeaux. Ici des moutons, là des chèvres, là un sabre, ici, eh bien, un fétiche, une amulette traditionnelle, ici un boubou, là-bas un cheval. Le président Tiani n'en pouvait plus. Il ne corrompt pas son peuple. Hein. Son peuple lui manifeste de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il a été comblé de cadeaux pendant sa tournée. Il n'y avait même plus de place dans les camions de l'armée accompagnant le président Tiani pour prendre les cadeaux que les Nigériens sont venus lui donner. Il n'a rien demandé. Hein. Des cadeaux même qui vont repartir vers les orphelinats, repartir vers les nécessités du pays. Le président Tiani n'a pas demandé tout ça. Hein. Il y a même des enfants qui sont venus avec de l'argent qu'ils ont demandé à leurs parents pour donner cet argent au président Tiani et dire de déposer ça dans le fonds de souveraineté. Une générosité du peuple envers son leader, qui est tout le contraire de ce que Ouattara Draman doit faire à Abidjan pour avoir du monde. Il doit envoyer des gens corrompre des quartiers entiers, les arroser de petits billets de banque, de chiffons, de pain à la sardine pour que les gens sortent. Donc, vous voyez là une différence fondamentale entre le coup d'État révolutionnaire d'inspiration panafricaniste et le coup d'État néocolonialiste d'inspiration anti-africaniste, anti-panafricaniste, d'inspiration, eh bien, impérialiste occidentale. La différence est là. Le coup d'État, eh bien, de Guinée-Bissau nous montre la véritable nature du régime bissau-guinéen. Et on voit ici une complicité flagrante de la CEDEAO avec le général Hortan Tam, à travers l'homme de main eh bien, de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo. C'est une organisation qui est en réalité au service des intérêts étrangers. Regardez la facilité avec laquelle quelqu'un qui prétend avoir été renversé a été extirpé de Guinée-Bissau par un avion français géré par les autorités sénégalaises. Regardez la facilité avec laquelle ils ont organisé cela. Regardez la facilité avec laquelle il lui a été donné le loisir même d'annoncer son propre coup d'État, eh bien, sur Jeune Afrique. Et d'expliquer que, bon, il ne voulait pas parler trop longtemps parce qu'on risquait de lui prendre son téléphone. Regardez la facilité avec laquelle les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent en ligne et ressortent avec une sanction symbolique. D'ailleurs, une sanction qui ne peut pas être appliquée puisque Embalo est toujours considéré comme un VIP de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui est allée le chercher à Bissau. Alors, Africains, des pays encore membres de la CEDEAO, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que cette organisation doit être détruite? Est-ce que vous n'êtes pas convaincu maintenant que cette organisation doit être abolie? Devant ce deux poids, deux mesures flagrants, où on voit en effet que la CEDEAO, c'est le bras armé du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous n'avez pas honte de continuer à prendre ces gens-là au sérieux?
Est-ce que ces gens-là méritent de gouverner avec une organisation de mafieux, de narcotrafiquants, une organisation de valets de la France-Afrique, une organisation d'individus invertébrés, d'individus néocolonisés, une organisation de nègres de maison? Est-ce qu'elle doit continuer à encadrer nos peuples? Ni la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, ni la CEMAC en Afrique centrale ne méritent d'exister sur cette terre des hommes. Ce sont des organisations ennemies des peuples africains. Ce sont des organisations aliénées. Et il faut que les peuples des pays de la CEDEAO rejettent la CEDEAO de façon très active. Vous venez de voir de manière très flagrante ce 2 poids, 2 mesures. Hier, je l'ai déjà dit, aujourd'hui je le réitère, il s'ensuit que la révolution populaire continue en Guinée-Bissau. On peut dire que le général Horta Ntam, c'est un Damiba bissau-guinéen. Et que le peuple bissau-guinéen a raison d'aspirer à un Ibrahim Traoré, eh bien, bissau-guinéen. Horta Ntam est la solution ultime du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental et moyen-oriental en Guinée-Bissau. Après lui, viendra le temps de la révolution populaire. Sa chute conduira à la véritable révolution populaire. Il y aura, nous l'espérons, pour le peuple bissau-guinéen, l'équivalent d'un Ibrahim Traoré, l'équivalent d'un MPSR2 pour mettre fin à cette imposture. Solidarité renouvelée envers le peuple bissau-guinéen piégé. Solidarité renouvelée à l'opposition bissau-guinéenne piégée. Car en effet, c'est parce qu'Embalo a été incapable de forcer la commission électorale de prononcer des résultats truqués qu'il a emprisonné tous les membres de la commission électorale et qu'il a emprisonné son adversaire qu'il a battu. Nous renouvelons ici notre solidarité et notre soutien au peuple bissau-guinéen, à l'opposition bissau-guinéenne et aux panafricanistes révolutionnaires à l'intérieur de l'armée bissau-guinéenne qui savent ce qu'ils ont à faire. La révolution est à faire. C'est la réaction qui est au pouvoir. Ce sont des conservatistes néo-france-africains qui ont pris le pouvoir à Bissau. J'ai d'ailleurs pu voir plusieurs images de la campagne menée par Embalo. L'un des officiers qui accompagnait Embalo tout au long de la campagne qui a conduit à sa défaite s'appelait le général Horta Ntam. Horta Ntam a fait campagne, ce qui est d'ailleurs inadmissible de la part d'un militaire. Il a fait campagne avec Embalo. Il a fait campagne avec lui, ils ont perdu. Et Embalo a décidé de lui confier la Guinée-Bissau afin que ces détournements d'argent, ces crimes, afin que toutes les bavures qu'il a commises à la tête de la Guinée-Bissau soient couvertes. Puisque ces bavures impliquent le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental et l'ensemble des valets de la France-Afrique dans la sous-région africaine, comme le sont les dirigeants france-africains du Sénégal. Vous voyez encore, Sénégalais, le rôle négatif joué par Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans cette affaire. Lui, qui était pressé, à peine arrivé au pouvoir, de soi-disant ramener, à la limite, par la force, le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans la CEDEAO, le voilà pressé de trouver un avion pour aller chercher, eh bien, le renégat Umaru Sissoko Embalo. Le voilà pressé d'organiser un sommet de la CEDEAO sous la forme d'une montagne qui accouche d'une misérable souris, une suspension purement symbolique de la Guinée-Bissau, alors que cette CEDEAO-là était toute voile dehors contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qu'elle a voulu tout simplement assassiner, livrer au chaos, livrer à la mort. Qu'elle soit donc en retour maudite, la CEDEAO, pour avoir voulu tuer le Niger, avoir voulu tuer le Mali, avoir voulu tuer le Burkina Faso, qu'elle soit maudite et qu'elle disparaisse sous le coup de sa méchanceté. Par nos ancêtres angélisés et par-dessus tout, Dieu Tout-Puissant, que la CEDEAO soit maudite, qu'elle disparaisse à jamais, que la CEDEAO soit citée parmi les organisations néfastes de Satan sur la terre et que les Africains considèrent le mot CEDEAO comme l'équivalent de Satan, chaque fois qu'ils l'entendront. C'est notre devoir de ne jamais oublier
les crimes dont cette organisation s'est rendue coupable. Des milliers de personnes ont perdu la vie au Mali, au Burkina Faso et au Niger par la faute des sanctions illégales, inhumaines et criminelles, des sanctions cyniques, illégitimes de la CEDEAO. Jamais nous n'oublierons ceux qui ont dû mourir dans les hôpitaux parce que la CEDEAO a empêché l'entrée des médicaments. Jamais nous n'oublierons les femmes qui sont mortes faute de lumière dans les maternités pendant les sanctions illégales de la CEDEAO. Les familles qui ont perdu leur emploi, les enfants qui se sont retrouvés hors de l'école, les pères qui ont sombré en dépression, les mères qui ont sombré en dépravation par la faute de ces criminels en col blanc de la CEDEAO. Jamais nous ne les oublierons. Voilà pourquoi nous disons que la CEDEAO soit maudite. Qu'elle soit maudite, qu'elle soit maudite. Dans ma langue, le Bassa Bantou du Cameroun, on dit CEDEAO et Boma Namon. Et Boma Namon, et Boma Namon. On dit ça 3 fois. Et vous devez le dire dans chacune de nos langues africaines en pensant à toute la lignée de nos nobles ancêtres et à celle de nos futurs descendants. Au nom de tous ceux qui, avec sincérité, vérité, justice et solidarité, se sont battus, se battent et se battront pour la respectabilité, la souveraineté, la dignité africaine, que la CEDEAO soit maudite. Qu'elle soit maudite, qu'elle soit maudite. Et Bomanamon, et Bomanamon, et Bomanamon. Vous avez compris? Là, on vient encore de voir l'ignominie de ce machin. Et ça donne envie de vomir. Et quand je vois ces dirigeants de la CEDEAO, là, vraiment, j'ai un haut le cœur. J'ai un haut le cœur. J'ai un haut le cœur. La tête d'Embalo. Embalo et sa force anti-putsch. Ouattara et son bataillon pour attaquer le Niger. Les généraux accroupis, réunis à Abuja avec des cartes d'état-major pour savoir comment tuer notre peuple au Niger. Tous ces gens-là, ils me font vraiment monter la nausée au cœur. Quand je pense à Talon, quand je pense à Tinubu, quand je pense à Nana Akufo-Addo, hein, ce néocolonisé, cet aliéné qui était à la tête du Ghana, quand je pense à Macky Sall, j'ai vraiment envie de vomir. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Tellement ils ont été mauvais envers notre peuple. Et ces gens-là, ils marchent actuellement sur la terre ressemblant à des humains. Alors qu'ils sont profondément inhumains. Ce sont des reptiliens. Ils sont profondément inhumains. Ils ne sont pas méchants. Ils sont la méchanceté. Ce sont des incarnations de Satan. C'est pour ça que je vous dis, quand vous entendez CEDEAO maintenant, à partir de maintenant, entendez Satan. Et c'est la logique de l'OTAN. Vous entendez OTAN, en fait, vous entendez Satan. L'OTAN, c'est intéressant même. La terminaison correspond à l'autre moitié du nom de Satan. C'est Satan. Ce sont des gens qui vivent de la division. Ces gens qui sont des gens qui vivent de la misère de millions de personnes. Ce sont des gens qui vivent des crimes de guerre, des crimes économiques, des crimes contre l'humanité. Ils les perpètrent tranquillement parce que l'essentiel pour eux, c'est que leur compte bancaire fait d'argent volé contre les peuples africains continue à craquer, à remplir. Et qu'ils transmettent à leur progéniture l'argent maudit, l'argent rempli du sang des innocents, qui d'ailleurs est une malédiction pour ceux qui en jouissent. Il faut extirper de notre cœur ces organisations criminelles qui prétendent être des organisations politiques de notre continent. Quand nous entendons CEMAC, nous devons entendre Satan. Union africaine, Satan. CEDEAO, Satan. C'est ça, la signification de ces organisations, c'est Satan. ONU, Satan, gros Satan. Un Satan satanesque. Un Satan satanistique, ONU. Regardez leurs fausses missions en Afrique. Regardez les fausses missions de l'ONU en Afrique. Qu'est-ce que l'ONU nous a apporté en Afrique, si ce n'est la désolation, la division? Ils ont fait du mal à notre peuple. Avec leur soi-disant mission pour venir stabiliser les pays, qui se sont avérés, au contraire, des missions pour stabiliser l'instabilité. Des ennemis de l'homme, l'homme. Le sapiens qui a sur la terre, là, ses ennemis sont l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC. Des machins brinque-ballants comme ça, qui sont en réalité des démons incarnés, vivant du sang humain. Il nous faut développer une résilience, développer un rejet, une allergie à ces organisations criminelles. Quand vous entendez sommet de la CEDEAO, vous savez que c'est une réunion de diable.
C'est une réunion de diables, c'est des serviteurs de Satan sur la terre qui se rassemblent. Vous avez vu ce qu'ils ont pondu? Vous avez vu tout ce qu'ils ont trouvé à faire à la Guinée-Bissau, où il y a eu coup d'État? Vous avez vu tout le mal qu'ils ont fait au Mali, au Burkina Faso, au Niger? Vous avez vu comment ils se sont époumonés? Vous avez vu le nombre de coups d'État qu'ils ont organisés? Vous avez vu la dernière tentative de coup d'État, le blocus énergétique du Mali? Est-ce que vous comptez les gens qui ont été tués? Est-ce que vous comptez les soldats qui tombent? Est-ce que vous comptez les familles qui sont délabrées par ces gens? Et qui viennent maintenant caresser leur putschiste favori, qui va leur permettre de continuer à voler les diamants en Guinée-Bissau, de continuer à transporter la drogue en Guinée-Bissau pour la répandre en Europe. En France, où il y a plus d'1 million de cocaïnomanes maintenant. Je rappelle que la cocaïne, c'est la drogue des riches. Les pauvres qui sont dans les quartiers ne peuvent pas se la payer. Pour que la cocaïne soit consommée comme elle l'est aujourd'hui en France, c'est parce que la haute classe, l'oligarchie française, est fortement cocaïnomane. Oui! Et ils ont besoin d'une Guinée-Bissau tenue par des brigands, tenue par une mafia, pour que les avions chargés de drogue, les navires chargés de drogue qui partent de l'Amérique latine, entrent en Afrique, puis la marchandise remonte en Europe pour nourrir cette oligarchie. Donc vous voyez les élites qui n'arrêtent pas de se promener avec des cuillères, des mouchoirs et de la poudre dans les trains. Une oligarchie narcotique. Voilà, ce sont ces gens-là. Voilà ce sont ces gens-là qui enseignent la morale politique, qui veulent enseigner la morale politique aux Africains. Ce sont des gens qui veulent dire aux Africains ce qui est bien et ce qui est mal sur la terre. Ce sont eux qui entretiennent la CEDEAO. Et ce sont eux qui sont déterminés. J'ai écouté une intervention incroyable d'un individu complètement allumé qui s'appelle Jean-Louis Borloo. Je finis par là. J'ai failli oublier de vous le montrer. Je ne sais pas ce qui arrive à cet individu, s'il a surmonté ces problèmes traditionnels qui sont connus. Dans l'opinion française, on sait qu'il a des problèmes liés au rapport au Godet. Le Godet. C'est un ancien ministre français, technocrate, qui prétendait être impliqué en Afrique dans un projet pour illuminer l'Afrique, un projet pour ramener le courant électrique partout en Afrique. Je ne sais pas qui lui a demandé de venir même en Afrique dire ces conneries-là. Il y a des pays africains qui ont accueilli ce manant, mais c'est une stupidité. Mais écoutez ce que dit Jean-Louis Borloo. Pendant que l'OTAN, l'Union européenne, l'ONU, à travers leurs satellites, l'Union africaine, la CEDEAO, sèment le bordel, écoutez ce que dit Jean-Louis Borloo. Quel est le projet de ces gens-là dans tout ça? Et pourquoi ils ont besoin de faux types comme Mbalo ou comme Hortan Tam? Pourquoi ils en ont besoin? Regardons. J'ai trouvé une vidéo où ce type-là nous explique ce qu'ils vont faire. Voilà, hop. Vous dis en matière étrangère, je suis beaucoup plus préoccupé par ce qui se passe au Sahel que par ce qui se passe à Kiev, pardon. Parce que je pense que là se joue une grande partie du drame de demain ou de la chance de demain. On est à 14 kilomètres. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'une toute petite essai balistique qui part de Tombouctou, vous êtes sur Notre-Dame. Bon, on n'a pas de dôme de protection. Est-ce qu'on réouvre le livre blanc de la défense au regard de ce qui se passe en Ukraine? Vous voulez dire que des évolutions... Non, mais ça me paraît... une armée, ça doit être... Peut-être qu'on peut rouvrir et puis dire, non, mais tout va bien. Vous avez entendu ce qu'il dit? Que la plus grande menace qui puisse peser sur la France, c'est que les pays du Sahel deviennent tellement puissants qu'il soit possible de tirer un missile depuis Tombouctou au Mali pour venir frapper l'Arc de Triomphe à Paris. Vous avez entendu? Que cache ce discours de Jean-Louis Borloo? Il s'agit d'essayer de justifier par tous les moyens possibles une ingérence et une intervention militaire de la coalition occidentale au Mali, en Afrique. Pourquoi? Parce que l'économie et l'industrie françaises sont et ont été pendant des siècles foncièrement dépendants du pillage de l'Afrique. Foncièrement dépendants du pillage de l'Afrique. L'économie et l'industrie françaises ont été foncièrement dépendantes, du pillage de l'Afrique depuis des siècles. Quand on a de l'argent ici en France, depuis plusieurs siècles, c'est
Surtout parce qu'on pille l'Afrique. Parce que ce sont les richesses africaines qui créditent les billets de banque français. Et cela est connu en très haut lieu. Et comme le rappelle Sauve l'âme, je fais toujours dans ce moment-là parler quelqu'un qui l'a reconnu en très haut lieu. N'est-ce pas? Vous connaissez ce monsieur? Vous le connaissez très bien? On l'écoutera tous les jours de notre vie pour que les gens... Oui, qu'est-ce qu'on oublie? C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Voilà. Donc, Borloo, qui n'a même pas frôlé la présidence de la République française, est-ce qu'il peut contredire Chirac? Chirac dit qu'une bonne partie de l'argent que l'on possède en France vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Et Chirac sait de quoi il parle, lui qui a arnaqué Laurent Gbagbo, qui s'est fait remettre de la part de Laurent Gbagbo 3 millions d'euros, environ 2 milliards de francs CFA, avant de l'attaquer en traite et de détruire toute la flotte aérienne ivoirienne en 2004. Donc Borloo dit que la plus grande menace qui pèse sur la France, ce n'est pas l'Ukraine, c'est l'Afrique. Parce que s'il y a des pouvoirs qui sont hostiles à la France en Afrique, ils vont tirer un missile depuis Tombouctou pour détruire Paris. Vous imaginez ça? En tant que spécialiste de l'histoire politique contemporaine de l'Afrique, je ne me souviens pas d'un seul pays africain où il y a eu un dirigeant qui a tenu le discours que Jean-Louis Borloo prête aux Africains. Les dirigeants africains les plus énervés contre la France se limitent à vouloir dégager la France d'Afrique. Je ne connais pas un seul dirigeant africain qui a dit « Nous allons prendre Paris. Nous allons bombarder Paris. Nous allons tirer sur Paris. » Je n'en connais pas. C'est-à-dire que quand vous fouillez la littérature, même Kadhafi, dans sa colère, quand il s'est rendu compte de la trahison de Sarkozy contre lui, Kadhafi s'organisait pour défendre la Libye. Kadhafi n'avait pas l'intention de traverser avec les troupes libyennes la Méditerranée pour aller à Paris. Mais Borloo invente le mythe d'une Afrique qui veut agresser militairement la France. Quel intérêt le Mali aurait-il de tirer, pour ainsi dire, un missile nucléaire sur Paris, à partir de Tombouctou? Il choisit Tombouctou. Et il ne choisit pas Tombouctou par hasard. C'est une ville symbolique de la haute culture malienne et africaine. Les Occidentaux venaient suivre des études. Au Moyen-Âge, à Tombouctou, où il y avait une université qui était en avance sur toutes les universités européennes de la même époque. La ville des 333 saints, Borloo l'a choisi et dit que là-bas, les Maliens veulent installer une rampe de lancement de missiles pour tirer sur Paris. Quel est le but de cette accusation délirante, qui n'est pas moins délirante que la prétention des Européens que la Russie veut attaquer l'Europe? Le but est de légitimer une agression contre l'Afrique. Ils sont à la recherche d'une raison de lever une coalition pour attaquer l'Afrique. L'armée française sait qu'elle ne peut plus gagner une guerre. Elle, toute seule, là, ne peut plus gagner une guerre en Afrique. L'armée française n'est pas capable de mener une guerre en Afrique. Les Africains ont eu l'occasion d'éprouver cette armée dans la lutte antiterroriste et de voir que c'était une armée désormais mineure dans l'échiquier mondial. Et que c'est une armée qui ne peut plus vaincre les Africains à la guerre. Dans l'histoire récente, j'espère que vous savez que l'armée française est partie de Niamey parce qu'elle était incapable de vaincre l'armée nigérienne. Si l'armée française était en supériorité militaire face à l'armée nigérienne, elle aurait écrasé l'armée nigérienne et rétabli Mohamed Bazoum au pouvoir. Moi, j'ai visité Niamey quelque temps après le départ de l'armée française et j'ai pu observer le lieu où l'armée française campait au Niger. Mais l'armée française était encerclée par l'armée nigérienne. Les gens ne se sont pas rendus compte de ça.
En fait, les militaires français n'auraient pas pu mener le combat. S'ils engageaient le combat contre l'armée nigérienne, eh bien, les 1500 qu'ils sont, presque complètement ne sortaient pas vivants. Et si, par exemple, l'armée française décidait de faire une attaque aérienne, elle s'exposait non seulement à la mort de ces 1500, mais même que ceux qui descendent soient littéralement bouffés crus par la population. Tellement le peuple nigérien était mobilisé autour de son armée. Je tiens à vous dire que si la France n'a pas fait d'intervention militaire au Niger pour rétablir Bazoum, ce n'est pas faute d'avoir voulu. Elle le voulait. C'est elle qui était derrière la CEDEAO, derrière la Côte d'Ivoire. Le président Tiani a décrit récemment les dispositifs qui avaient été mis en place pour attaquer le Niger. Mais finalement, pourquoi ils n'ont pas attaqué? Écoutez, ils n'ont pas attaqué parce que militairement, ils allaient perdre. Parce que quand moi j'ai été voir le camp dans lequel se trouvaient les militaires français à Niamey et le dispositif que l'armée nigérienne avait installé autour d'eux, mais j'ai compris qu'en fait, ils sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas combattre. D'abord, le Niger détenait un pouvoir d'agir sur l'approvisionnement en eau et en nourriture de la base. C'est-à-dire que le Niger pouvait fermer les robinets comme ça. Et les gars non plus. Ils n'ont plus d'eau à boire. Le Niger pouvait fermer les robinets comme ça. À un moment donné, même, ils ont voulu manger des croissants. L'armée nigérienne a arraché les croissants là. Vous imaginez, dans le moral d'un soldat français au XXIe siècle, ne pas pouvoir manger ses croissants le matin, mais ils avaient le moral dans les chaussettes. Ce sont eux qui ont forcé les autorités politiques à baisser le ton. Et l'armée nigérienne leur a montré le couloir pour partir. La France, au Niger, est partie parce qu'elle ne pouvait pas faire la guerre. Si elle était capable de faire la guerre, elle l'aurait faite. Un exemple évident. En 2004, contre Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, l'armée française était capable de faire la guerre, elle ne s'est pas fait prier. Hein. Chirac a détruit toute l'aviation ivoirienne en une journée. Après la frappe de Bouaké qui a été organisée par les troupes de Chirac pour créer un incident contre Gbagbo et en profiter pour détruire son armée, ils n'ont pas attendu quelqu'un. Hein. Ils ont détruit toute l'aviation de Laurent Gbagbo en une journée. Parce qu'ils en avaient la capacité. Quand la France a la capacité d'écraser les Africains dans l'histoire depuis le XVIIe siècle, elle le fait. Pour la première fois, face à l'alliance des États du Sahel, l'armée française ne pouvait pas. Et elle sait qu'elle ne peut pas. Voilà pourquoi ils sont obligés de se cacher derrière les proxys de la CEDEAO, derrière les organisations de mercenaires, derrière les sociétés militaires privées, derrière les ONG, les associations, pour continuer à déstabiliser le continent. Ils ne peuvent plus, ils ne sont pas actuellement en capacité d'affronter l'Afrique, militairement, face à face. D'ailleurs, écoutez tout le débat qu'il y a ici sur la réforme de l'armée en France. Vous voyez très bien que c'est une armée qui, du point de vue des meilleurs experts militaires français, est très faible. On dit qu'elle ne peut même pas combattre plus de 3 jours ici en Europe. Je dis les experts. L'ancien chef d'état-major de l'armée française, le général de Villiers, a amplement expliqué l'incapacité actuelle de cette armée. Donc le coq gaulois chante, mais il a les pieds dans la merde. Borloo, qui possède des informations précises sur les richesses énormes en matière première de l'Afrique, il fait partie de cette élite qui continue à penser qu'il va falloir brutaliser les Africains pour les exproprier de leur sous-sol. Qu'il va falloir déstabiliser les Africains pour assurer la survie de l'industrie française, de l'industrie européenne. Et c'est un problème dans l'élite politique française. L'incapacité d'admettre qu'il faut changer le modèle de coopération avec l'Afrique. Qu'il faut renoncer à piller l'Afrique. Il faut renoncer à agresser les Africains. Qu'il faut reconnaître les crimes de guerre, les crimes économiques, les crimes contre l'humanité qui ont été commis. Il faut s'engager à les réparer. C'est seulement sur cette base qu'un renouveau diplomatique, un renouveau commercial, un renouveau partenarial est envisageable avec l'Afrique. Ils ne veulent pas en entendre parler. Voilà pourquoi Borloo, un peu comme les Américains quand ils voulaient bombarder l'Irak, invente une histoire sur le Mali. Comme quoi le Mali serait détenteur de la capacité bientôt de tirer un missile nucléaire, peut-être même nucléaire, depuis Tombouctou sur Paris. Vous vous rendez compte? Ils ont besoin de mentir pour justifier leur projet criminel. Mais ça aussi, ça ne passera plus. Parce que la dynamique qui a été prise par l'Alliance des États du Sahel est une dynamique irréversible. L'Alliance des États du Sahel montre le chemin que les Africains vont suivre d'une manière de plus en plus rigoureuse et disciplinée. L'Afrique centrale va voir émerger,
à la chute des tyrans Biya, des tyrans du Gabon, du Congo, l'Afrique centrale va voir émerger très rapidement l'Alliance des peuples d'Afrique centrale. L'Alliance des peuples d'Afrique centrale. Cette alliance va marcher dans les pas de l'Alliance des États du Sahel. Et les deux alliances unies vont produire la plus grande puissance confédérale que l'Afrique du XXIe siècle ait jamais connue. Aujourd'hui, quand la révolution congolaise triomphera et qu'à la tête du Congo, on n'aura pas des bourgeois compradors agenouillés devant l'OTAN, agenouillés devant l'impérialisme américain, et qui font semblant de s'opposer à leurs copains et coquins, les néocolonisés, les agents, les suppôts de l'impérialisme qui sont à la tête du Rwanda et de l'Ouganda, quand il y aura un renversement de cette alliance d'individus accroupis, invertébrés, couchés sur le néocolonialisme et l'impérialisme occidentaux, le Grand Congo, le grand moteur minier et énergétique africain, sera en capacité de participer d'une manière énorme à la révolution africaine. Vous savez que rien que le Congo, lui tout seul, il peut électrifier toute l'Afrique. Il peut énergétiser toute l'Afrique pendant pratiquement 3000 ans. Est-ce que vous savez ça? Le Congo, lui tout seul, on laisse les réserves minières ailleurs. On part du potentiel congolais. Toute l'Afrique est électrifiée, énergétisée pendant plus de 3000 ans. Et ils savent cela. Eux, ils ont fait de la géodétection. Ils ont analysé l'écorce terrestre africaine. Les criminels d'État occidentaux. Ils savent ce que vaut la terre africaine. Ce sont les Africains qui ne mesurent pas encore la valeur de leur terre. Ce sont les Africains qui n'ont pas encore pris conscience du fait que nous sommes le peuple le plus riche au monde. Que le jardin d'Éden dont parle la Bible, c'est l'Afrique. La première terre prévue par le Tout-Puissant pour que l'homme y vive, c'est chez nous. Voilà pourquoi il y a tout mis. Pour que l'homme puisse déployer tout son génie, l'Afrique fut créée. C'est chez nous que l'homme a émergé. C'est chez nous que Dieu créa l'homme. Dans le jardin d'Éden africain. Il y a tout le disponible pour que l'homme soit heureux sur la terre. Et que son âme se prépare à la rencontre ultime du Tout-Puissant que le profane appelle la mort. On vient perturber l'Afrique parce qu'on sait que c'est le continent destinal de l'humanité. Que c'est le continent originel de l'humanité. Que c'est le berceau de l'humanité. Que c'est en Afrique que l'homme a été fait homme. On vient nous perturber et c'est cela qui trouble toute la terre. La terre est troublée parce que la plus grande des terres, la véritable terre, la première terre de l'homme est troublée. Quand tes origines, ne sont pas respectées, quand le lieu d'où viennent tes ancêtres les plus lointains n'est pas honoré, tu ne peux pas être heureux. L'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine sont malheureuses parce que l'Afrique, n'a pas retrouvé sa souveraineté. Quand l'Afrique retrouvera entièrement son assise, l'humanité va respirer. Parce que les Africains sont des héritiers d'une grande tradition de paix, une tradition de piété, de générosité, une tradition de justice, de vérité et de solidarité humaine. Malgré les affres des siècles, malgré tout ce que les siècles ont fait contre l'Afrique, elle est toujours le continent le plus généreux de la planète Terre. Au concours mondial de la générosité, les Africains sont les premiers dans toutes les catégories. Dans le contact d'homme à homme, dans l'accueil de l'étranger, dans le partage des choses de la terre, l'Afrique, c'est l'avant-garde de l'humanité. Si on faisait un championnat du monde de la charité, l'Afrique gagnerait, sans conteste, ce championnat du monde chaque année. Si on mettait en place un championnat du monde de la solidarité, l'Afrique gagnerait. Parce que nous sommes encore des pays où les systèmes de sécurité sociale n'existent pas pour la plupart. S'il n'existait pas la solidarité qui a été enseignée par la tradition ancestrale, beaucoup de générations africaines actuelles ne seraient pas vivantes. Beaucoup de ceux qui m'écoutent ici savent ce qu'ils doivent à leurs tantes, à leurs oncles, ce qu'ils doivent aux amis de leur père, aux connaissances de leurs tantes, etc. C'est la solidarité africaine qui a permis à beaucoup d'entre nous qui sommes debout là de survivre. Et cette solidarité, elle n'est pas forcément liée au sang.
Chacun de nous ici peut raconter une scène décisive de sa vie où, en fait, il a été sorti de difficultés par quelqu'un qui n'était pas de sa famille, mais qui appartenait à la tradition africaine. Et on peut encore faire de l'Afrique le lieu d'apprentissage de la relation harmonieuse à la nature. Les Africains sont les maîtres de l'écologie planétaire, les maîtres de la pharmacopée planétaire, les maîtres de la compréhension endogène des rythmes de la nature, les Africains. Alors, il y a tellement de terrains dans lesquels il y a encore quelque chose de très grand de l'Afrique qui doit être transmis, revitalisé. Et puis, ce n'est pas des gens comme Borloo qui, entre deux verres de pastis, rêvent de recoloniser l'Afrique. On vient de comprendre enfin pourquoi il venait en Afrique, soi-disant pour aider les villages africains à être électrifiés. Il en profitait pour venir avec une équipe de géologues qui, entre-temps, évaluait le contenu du sol africain. C'est un mercenaire, c'est un espion, ce Borloo. Gare aux pays africains qui vont encore lui permettre de venir traîner sa tignasse sur nos terres. Gare, méfiez-vous de lui. Dans un moment de lucidité, Tiken Jah l'avait dit. Ils ne font rien pour rien. Ils ne font rien pour rien, oh. Si tu les vois dans nos ghettos, attention, ils ne font rien pour rien. Vous connaissez cette chanson? Ils ne font rien pour rien. Si tu les vois dans nos ghettos, c'est pas pour pleurer avec notre misère, c'est pour bien fouiner dans nos affaires et savoir ce qu'ils reviendront voler. Étudier nos lignages, nos sociétés, pour voir les points faibles et à partir de là nous manipuler, nous diviser pour que nous nous entretuions entre nous et qu'eux ils s'engouffrent comme ils l'ont fait au Biafra, comme ils l'ont fait au Soudan, comme ils le font au Congo, comme ils l'ont fait au Mali, comme ils le font au Cameroun, partout en Afrique. Toujours leur nez pointu dans nos affaires pour nous jeter les uns contre les autres, nous pousser à nous entretuer comme des loups. Et quand nous nous sommes entretués comme le FSR et l'armée soudanaise, quand nous nous sommes massacrés comme à Al-Fasher, les voilà qui viennent ramasser l'or, qui viennent ramasser le pétrole et qui rigolent. J'ai lu dans le livre d'Anne-Sophie Poirier, une journaliste française, une scène qui me torture l'âme jusqu'aujourd'hui. Vous savez, pendant la guerre entre le Tchad et la Libye, l'armée française avait des conseillers militaires au Tchad et des conseillers militaires en Libye. Stafroulaye. Elle vendait des armes à la Libye et elle vendait des armes au Tchad. Et il y avait des conseillers militaires français pour l'armée tchadienne qui combattait l'armée libyenne. Et il y avait des conseillers militaires français pour l'armée libyenne qui combattait l'armée tchadienne. Et ces conseillers militaires en profitaient pour prendre des notes sur les performances des armes françaises. En fait, la guerre tchado-libyenne, c'était le showroom, la salle de démonstration des armes françaises, pour faire progresser l'industrie de l'armement française de Dassault. On a vendu des armes aux Libyens et aux Tchadiens pour qu'ils s'entretuent pendant que la France filme tout et voit comment fonctionnent ses avions, ses missiles, etc. C'est écrit dans le livre. Le livre est intitulé « Mon pays vend des armes ». Anne-Sophie Poirier. Le livre est là, je le vois. Ils prennent plaisir à ce que les Africains s'entretuent. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ils montrent le chou aux Africains pour qu'ils tuent leurs congénères. Et pendant que les Africains s'entretuent, on leur vole leur pétrole. On vole. Regardez la guerre du Congo. Pourquoi Sassou Nguesso a-t-il déclenché la guerre du Congo? C'est parce que derrière lui, il y avait la France qui voulait reprendre le contrôle entier du pétrole congolais, dans lequel Pascal Lissouba avait appelé les Américains. Voilà comment on a armé Sassou pour attaquer massivement. Eh bien, Lissouba. Et pendant que Sassou et Lissouba s'affrontaient, Total Elf renforçait sa mainmise sur le pétrole congolais. C'était le but. C'est pas honteux, ça? C'est pas honteux? De la part des Africains qui ont facilité cela et qui continuent à le faciliter aujourd'hui, c'est pas honteux?
Alors on nous dit, l'Afrique a des intellectuels, on leur donne des prix à Paris, à Londres, etc. Combien d'entre eux sont là pour parler sérieusement des problèmes de l'Afrique? Combien de ces gens-là, qu'on applaudit là, l'Académie, il a eu le prix Renaudot, le prix cela, tous ces prix sont donnés pour leur fermer la bouche. Des prix inutiles. Des prix inutiles. Il y a des gens qui sont assis en Afrique, ils aimeraient avoir ces prix-là. Mais ces prix sont donnés aux Africains pour leur fermer la bouche, pour qu'ils deviennent des spécialistes de la langue de bois. Et qu'ils se mettent à tourner autour du pot quand il faut nommer le néocolonialisme, l'impérialisme, les mercenaires. Où sont-ils? Prenez tous ces soi-disant intellectuels, couverts de prix. Où sont-ils là pour parler? Voilà, ça vient de se passer là. Les soi-disant directeurs de l'Institut de la démocratie en Afrique du Sud. Parce que là, s'il parle, ça va gêner son patron Macron. Silence radar, ils tombent en brousse. Mais ils vont ressortir pour donner des leçons. Des leçons à géométrie chercheuse, à géographie chercheuse. Pour continuer à être caressés par le colon. Heureusement, une génération intrépide est debout, incarnée par le leadership de l'AES, qui dit c'est terminé. Des gens comme Borloo ne prospéreront plus en Afrique. C'est terminé. Nous les dénoncerons matin, midi et soir. Dès qu'ils vont pointer le bout de leur long nez dans nos affaires africaines, nous allons les épingler et les sortir, eh bien, du lot. Il s'agit de veiller sur l'Afrique. Il s'agit de veiller sur l'Afrique. Parce qu'on a trop menti sur nous. Et avec ces mensonges-là, on a trop fait souffrir les gens. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit, franchement. Voilà, mes chers amis, vraiment les réactions que m'inspire ce matin le comportement, eh bien, indigne de la CEDEAO.